Trouvez un titre pour chaque partie. Ça va donner quoi? Au niveau de la première articulation, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que l'auteur présente? Oui? Le profane. L'auteur présente le profane. Il présente la vie du profane. En fait, il dresse le portrait du profane. Comment est le profane? Comment est son monde? Comment est son univers? Comment est le champ de sa pensée? Et vous savez que c'est un champ de pensée qui est étroit. C'est limité. Le gars, il est limité dans tout. Dans sa perception du monde, dans sa vision du monde et dans sa façon même de saisir les problèmes de son époque. Trop limité. Maintenant, dans la deuxième articulation, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez dans la deuxième articulation? Oui? La dette de quoi? Oui. Mais vous avez l'impression que l'auteur parle précisément de quoi? Est-ce que l'auteur se contente seulement de parler de celui qui pense conformément à la philosophie? Regardez, dès que nous commençons à penser conformément à la philosophie, nous voyons que même les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne posent des problèmes auxquels on ne trouve que des réponses très incomplètes. Vous ne sentez pas que quand on est profane, oui, c'est comme ça, mais quand on commence à penser conformément à la philosophie, oui, l'importance de la philosophie. Oui, en fait, c'est ça même la thèse. Oui. La complexité. Pas sa complexité. C'est comme si je dis, je résume le texte en français facile pour vous. C'est comme si moi je viens vous dire, l'huile est très importante dans le haricot. Quand il n'y a pas d'huile dans le haricot est sec. Et c'est même pas intéressant à manger. Ça, c'est la première articulation. Et je dis, mais dès que nous avons de l'huile dans le haricot devient mou et intéressant à manger. Il y a quoi derrière la deuxième articulation? La deuxième articulation, comment on peut résumer ça? Oui. L'intérêt. Mais pourquoi il y a un intérêt à avoir de l'huile dans le haricot? L'huile crée quoi? Ça envoie quoi? Oui. Le changement. Ici, dans la deuxième articulation, l'auteur insiste sur le changement que l'avènement de la philosophie introduit dans notre vie. Ça veut dire que notre monde qui était fini, défini et évident, quand on était des profanes, quand on n'avait aucune teinture de philosophie, ce monde-là devient comment? Ce monde-là devient infini. Ce monde-là soulève maintenant des interrogations au lieu d'être évident. Et nous qui étions prisonniers de nos préjugés, nous sommes maintenant libres parce que nous avons parcouru quelle région? La région du doute libérateur. Dans le premier temps où nous n'étions pas philosophes, nous étions gouvernés par des évidences et des certitudes. Maintenant que nous sommes des philosophes, nous sommes gouvernés par le doute et l'incertitude. Et c'est ça même qui nous libère. Parce que tant que nous ne sommes pas dans la région du doute libérateur, nous sommes embrigadés dans un dogmatisme quelque peu arrogant. Vous voyez un peu? Donc dans la deuxième articulation, il s'agit de présenter le philosophe, plus précisément le changement que la philosophie introduit dans la vie de chaque homme, notamment dans la vie du profane. Vous voyez en gros? Voilà. En ce moment, lorsque vous passez à la rédaction propre, vous dites, dans la seconde partie ou bien dans la seconde articulation, l'auteur met l'accent sur le changement introduit par la philosophie dans la vie du profane. Ou bien l'auteur estime que l'homme qui s'attache à la philosophie
voit un changement qualitatif dans sa vie ou bien dans sa façon de cerner les problèmes de son monde ou bien de son époque. C'est-à-dire quand il n'y a pas la philosophie, on sent. Quand il y a la philosophie aussi, on sent. Voilà. Donc l'affaire là est incontournable. Quand il n'y en a pas, on sent. Et quand il y en a aussi, on sent. Et c'est une présence qui est de qualité. Articulation 1, articulation 2. En ce moment, vous faites le tableau de l'étude ordonnée. En ce moment, vous mettez articulation 1, vous délimitez. On vient de donner les titres, non? Vous regardez maintenant au niveau de chaque articulation, quels sont les mots qui vous intéressent? Les mots qui sont poignants, que vous allez maintenant utiliser pour la rédaction propre. Donc, on peut aller sur la base de 4 mots, 4 mots. 4 mots au niveau de l'articulation 1 et 4 mots au niveau de l'articulation 2. Oui, faites vos jeux. Oui? Prisonnier de préjugés. Prisonnier de préjugés, par exemple. On peut juste se limiter à ce niveau. Et là, ce n'est plus un mot, c'est une expression. Vous voyez un peu? Vous voyez, la technique ici, c'est quoi? Celui qui prend prisonnier de préjugés, là, c'est une expression. Mais si vous ne voulez pas, dans votre explication, vous pouvez remplacer prisonnier par esclave. Et vous prenez préjugé seulement. On est esclave des préjugés. En ce moment, préjugé, ça vient de l'auteur. Esclave, là, ça vient de vous. C'est comme si vous aviez remplacé prisonnier de l'auteur par esclave. Mais comme ce n'est pas des mots que l'auteur avait utilisés, vous ne pouvez pas garder ça entre guillemets. C'est juste un jeu. Ce qui est une expression chez vous peut être un mot chez l'autre. Parce que peut-être ce qui m'intéresse là-bas, c'est le mot préjugé. Et peut-être vous, ce qui vous intéresse, c'est l'expression prisonnier de préjugés. Donc on n'a même pas la même façon de couper les choses ou bien la même façon d'adopter les choses. Voilà. Vous voyez quel autre mot vous intéresse là-bas? Regardez. Comment est le monde du profane? Oui. Oui. Défini, fini, évident. Vous pouvez prendre tout ça. Ça, c'est de l'énumération. Quand on liste des choses qui sont dans le même ensemble et on ne sépare pas des virgules là, c'est de l'énumération. Vous pouvez prendre ça en un bloc. Ça marche. Oui. Deuxième mot. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas pris teinture de philosophie? Ah oui, teinture de philosophie. Teinture de philosophie. C'est une expression assez percutante quand même. Oui. Ça aussi, ça marche. Ça aussi, ça marche. Grosso modo, vous avez combien? Vous avez encore 4 mots ou expressions. C'est ça, non? Vous passez maintenant à l'articulation 2. Ça va vous donner quoi au niveau de la deuxième articulation? Oui? Ça va vous donner quoi? Oui? Le contraire. Oui, ça peut marcher également. Ça dépend de comment vous allez gérer ça. Oui. Délivre la pensée de la tyrannie de l'habitude. Donc ici, la tyrannie de l'habitude. Vous prenez cette expression-là. La tyrannie de l'habitude. La tyrannie ici, c'est un peu la dictature de l'habitude. On a toujours fait comme ça.
C'est ça en fait la tyrannie de l'habitude. En fait, l'habitude en ce moment devient une prison dont on ne veut pas sortir ou bien dont on ne peut pas facilement sortir. On est habitué à faire les mêmes gestes, donc on se dit bon, ça doit toujours se faire comme ça. On est habitué à faire comme ça. C'est comme si nos habitudes devenaient un carcan à l'intérieur duquel nous-mêmes on est. La tyrannie de l'habitude. Il y a le mot dogmatisme qui est très important. Ou bien, la philosophie, l'esprit philosophique met fin à tout dogmatisme. Ah oui. C'est-à-dire, lorsque nous sommes philosophes, nous acceptons que nous n'avons pas le monopole de la connaissance et que d'autres réalités différentes de celles que nous connaissons peuvent exister. Oui. L'émerveillement. Oui. Toute teinture de philosophie, toute philosophie s'accompagne nécessairement d'un sentiment d'émerveillement. Ce sentiment d'émerveillement est d'ailleurs le point de départ de la réflexion philosophique. Quelqu'un peut prendre aspect nouveau, si ça vous plaît. Quelqu'un même peut prendre possibilité. La philosophie, c'est le domaine par excellence des possibilités. Possibilités auxquelles on n'avait même pas pensé. Globalement, c'est ça qui vous donne maintenant votre étude ordonnée. Il suffit maintenant d'harmoniser, d'organiser ça dans un bon tableau. D'avoir le mot d'entrée, le mot de sortie. Et puis vous faites la rédaction maintenant. Dans la première articulation, vous mettez les limites, l'auteur, vous prenez le titre, vous plaquez. Vous commencez l'explication et progressivement, vous insérez les mots. Vous insérez les mots. Quand vous êtes au niveau du dernier mot, c'est-à-dire le mot de sortie, ça veut dire qu'il vous reste globalement 2 ou 3 phrases avant même de clore l'explication de cette articulation. Vous enchaînez avec la deuxième articulation, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, vous-même, vous pouvez vous amuser à faire des transitions entre les articulations. Puisque vous voyez que dans la première articulation, on vous présente le profane. Et dans la deuxième articulation, on vous présente celui-là qui commence à penser conformément à la philosophie. Donc quand vous finissez l'explication ici de la première articulation, vous pouvez poser la question suivante. Toutefois, que se passe-t-il lorsque l'homme commence à s'adonner à la philosophie, ou bien à penser conformément à la philosophie? Et vous commencez. Dans la seconde articulation, il est question du changement. Il est effectivement question du changement, un changement introduit par la philosophie dans la vie ou bien dans les habitudes des hommes. Vous voyez? Et vous commencez. Pour qui pense conformément à la philosophie, en ce moment, si vous allez lire conformément à la philosophie, mettez ça. Pour qui pense conformément à la philosophie, son monde diffère de celui du profane. Il admet l'existence d'autres réalités, d'autres possibilités, ainsi de suite. Il n'est plus, par exemple, prisonnier de telle chose ou de telle chose, car les nouvelles possibilités induites par la philosophie élargissent son champ de pensée. Un jeu de mots progressif. Ça peut aller? Voilà. Maintenant, quand vous finissez, vous pouvez élaborer l'intérêt philosophique. Qui sont les auteurs qui voient les choses à peu près de la même manière que Bertrand Russell? C'est-à-dire qui estiment que la philosophie a une grande valeur et que cette valeur même réside dans son caractère incertain. En tout cas, des gens qui donnent une valeur positive à la philosophie. Oui? Socrate. Oui. Je sais plus ça, c'est que je ne sais rien. Donc tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ok? Donc ici, Socrate exalte quoi? Non seulement l'humilité du philosophe, mais il exalte l'ignorance au premier degré.
on ne sait pas, mais au moins on sait qu'on ne sait pas. C'est une ignorance au premier degré. L'ignorance au second degré, c'est celui-là qui ne sait pas, mais qui ignore qu'il ne sait pas. C'est comme quelqu'un qui est malade, mais qui sait qu'il est malade. Vous voyez? C'est plus facile de guérir telle personne qu'une personne qui est dans le déni même de sa maladie. Quelqu'un qui est malade, qui dit non, 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 je ne suis pas malade, je suis bien portant. C'est-à-dire que psychologiquement, la personne même crée une barrière. Et tout ce que vous allez engager comme soin là, ça risque même d'échouer. Parce que mentalement, la personne même n'est pas réceptive. Maintenant, est-ce que nous avons des philosophes qui voient les choses de manière opposée? À Bertrand Russell, des gens qui estiment que parce que la philosophie ne délivre pas l'homme de l'incertitude, elle n'a peut-être pas de valeur, ou des gens qui estiment même globalement que la philosophie n'a pas d'importance. Oui? Vous parlez des sophistes. Des sophistes. Bon, en fait, les sophistes là, ça c'est un sujet assez délicat. Parce que, vous voyez, les sophistes là, on nous a toujours présenté les sophistes à travers les lunettes de qui? À travers les lunettes de Platon. Qu'est-ce qui prouve que les sophistes sont réellement ces messieurs mercantiles que Platon nous a présentés à travers ces dialogues? Rien ne le prouve. Le sophiste n'est pas du genre à dire que la philosophie n'est pas importante. Sauf que le sophiste c'est un peu comme un mercenaire. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la vérité, mais c'est l'efficacité des arguments. Le sophiste ne se préoccupe pas de savoir s'il est du côté de la vérité. Non. Est-ce qu'il a les vrais arguments pour vous démonter? C'est ça qui intéresse le sophiste. Démonter l'adversaire à partir d'une argumentation rigoureuse. Ne cherche pas à savoir si on est dans le vrai. Non. Parce que l'homme est la mesure de toutes choses. C'est moi qui décide de ce qui est vrai. Si j'arrive à vous convaincre, je sais que c'est ça. Donc vous allez habiller tous ces éléments. Vous faites votre tableau. Vous mettez Bertrand Russell. Vous mettez les adjuvants. Deux philosophes qui voient les choses de la même manière que lui, qui donnent une valeur positive à la philosophie, et deux autres qui donnent une valeur négative à la philosophie. Puis vous commencez votre rédaction. Maintenant, on va peut-être terminer sur cette note-là, avant peut-être de prendre des questions. Comme vous êtes la majorité des scientifiques, vous pouvez utiliser cette astuce-là pour vos sujets et même poser vos leçons. Le zéro, il faut le considérer comme, je l'appelle, le point d'équilibre. Ici, la tendance est négative et par là, la tendance positive. Dans presque tout ce que vous allez prendre dans vos salles de classe, vous avez à peu près ces deux tendances-là. Et si vous remarquez bien, thèse et antithèse, c'est un jeu de tendances. Faut-il condamner les passions? Faut-il craindre les passions? Vous voyez? Lorsque vous êtes dans cet intervalle-là, à savoir 0 à plus l'infini, et que vous calculez peut-être f de passion, peut-être passion par là. Vous voyez, quand vous êtes dans cet intervalle, la tendance est comment? La tendance est positive. Si la tendance est positive, ça veut dire que vous allez insister sur le côté positif des passions. Du coup, à cause de ce côté positif des passions, vous allez recommander la valorisation, par exemple, des passions. Bien. Par contre, si vous basculez dans cet intervalle, vous allez vous rendre compte que la tendance est plutôt négative. Et à cause de la tendance qui est négative quand on est ici, vous allez peut-être préconiser non pas la valorisation, mais la crainte ou la fuite. Ou bien, mais comme j'aime le dire, quand vous présentez les deux tendances,
revenez au point d'équilibre pour chercher la synthèse. Une survalorisation des passions, ça veut dire que c'est une valorisation excessive, ce n'est pas bon. Ici, on a trop de sel dans la sauce. Une crainte exagérée des passions suppose que vous préconisez quoi? L'extinction même des passions. Et une fois que les passions sont éteintes, elles sont pratiquement inexistantes. Est-ce que l'homme peut vivre réellement une vie digne de ce nom sans passion? C'est comme si ici, on vous met dans une température peut-être de moins 100 degrés Celsius et on vous demande de vivre. Et par là, on vous met à combien? 100 degrés Celsius. Vous voyez? Moins 100 degrés Celsius, 100 degrés Celsius. Vous voyez que c'est des extrêmes. La tendance est positive, mais pousser à l'extrême, c'est contre-productif. La tendance ici est négative, mais pousser à l'extrême, c'est contre-productif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le point d'équilibre. Et vous allez voir que le point d'équilibre, c'est peut-être non 37 degrés Celsius. C'est pas aussi mathématique que ça où on va dire, bon, entre moins 100 degrés et 100 degrés, on va aller à 50 degrés Celsius. Bon, même si géographiquement, on se retrouve souvent avec des températures qui avoisinent les 50 degrés Celsius. Mais la température corporelle de l'homme tourne pratiquement autour de 36-37 par là. Vous voyez un peu. Donc, au lieu d'aller sur la base de moins 100 degrés Celsius ou bien d'aller sur la base de 100 degrés Celsius, nous on va préconiser 37 degrés Celsius pour être en harmonie avec nous-mêmes. L'État est-il un ami ou un ennemi du citoyen? Ou est-ce que quand vous êtes dans la tendance positive, l'État est quoi? Un ami. Mais quand vous basculez dans la tendance négative, l'État devient quoi? Un ennemi. Faut-il supprimer l'État parce que l'État est un ennemi? Non. Faut-il aussi laisser notre liberté, notre vie et tout entre les mains de l'État parce que nous estimons que l'État est un ami? Il faut un point d'équilibre. Il faut céder peut-être certaines choses à l'État et conserver quand même certaines choses par devers nous. Il ne faut pas trop faire confiance à l'État. Oui, autrui, est-ce qu'on peut connaître l'autre, patati patata? Vous allez dire non, on ne peut pas connaître l'autre, il faut se méfier. Tendance négative, il faut se méfier. Méfiance. La méfiance à l'extrême vous conduit à l'isolement. Vous dites non, il faut faire confiance aux autres, ils sont naturellement bons comme nous. Ah bon? Vous voyez que vous vous exposez à 100%. Donc, entre la méfiance extrême qui est contre-productive et la confiance extrême qui dénote d'une certaine naïveté suicidaire, il faut opter pour quoi? La prudence. Équilibre. Tendance, équilibre. Il faut souvent aussi aborder les notions de philosophie là, comme ça. Oui. Donc je termine avec cette note-là. Vous savez, moi j'aime mathématiser la pensée, ça me facilite la tâche parce que moi je suis un grand paresseux. Vous avez des sujets comme ça, c'est formulé x égale à y, ou bien x égale à y ou z. L'État est-il l'ami du citoyen? L'État est-il l'ami ou l'ennemi du citoyen? Les passions sont-elles à craindre ou à valoriser? L'homme X est-il acteur Y ou spectateur de l'histoire? Vous savez, souvent des sujets qui obéissent un peu à ce format. Du coup, vous pouvez opter de prendre Y au niveau de la thèse et Z au niveau de l'antithèse. Ça dépend de vous. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de sujets, si vous observez bien là, c'est des sujets qui sont un peu formulés suivant cette formule. Globalement, on tire vers la fin. Je vais prendre quelques questions.
Et après, je pense que bon, on va vous encourager à rédiger complètement. Je crois que vous-même vous avez un groupe WhatsApp, non? Voilà, donc comme vous n'êtes pas tellement nombreux, moi je vous encourage à rédiger ça intégralement et puis vous mettez dans le groupe WhatsApp. De toute façon, Donald va me faire parvenir ça. Je peux dégager carrément une journée pour corriger et puis vous renvoyer à travers le même groupe. Voilà. Trouvez la formule avec lui. Si vous envoyez en Word, ok. Si vous rédigez et vous faites des photos pour envoyer, moi il n'y a pas de souci. Je saurai comment m'organiser pour ça. Ça peut ne pas être dans les plus brefs délais, mais progressivement, je prends les copies, je corrige et puis je poste dans le groupe là. Puis là, bon, même si c'est pas votre